Le mois d'avril 2020 restera certainement marqué dans la mémoire de tous. Ici au Québec, on vient d'apprendre la réouverture imminente des écoles. Je pense que je vais avoir besoin du reste de la bouteille. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose mon segment Quoi de neuf JP, segment vidéo qui fait un récapitulatif sur le mois qui vient de se terminer, c'est-à-dire le mois d'avril 2020. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer différentes parties. Si une partie précise de cette vidéo vous intéresse plus ou que vous voulez surfer dans cette vidéo, vous pouvez consulter la description sous celle-ci. Il y aura des marqueurs temporels pour vous aider à naviguer plus efficacement dans cette vidéo. Mais je peux déjà vous dire les grandes lignes de celle-ci. Nous allons parler de quelques statistiques en lien avec la chaîne. Je vais également prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler d'un point de vue plus personnel, comment j'ai passé mon mois d'avril 2020 dans le contexte de confinement ici chez moi au Québec, dans mon contexte en tant qu'enseignant également au primaire avec des enfants de 11 ans dans mon cas, comment je vois la nouvelle de réouverture des écoles qui est imminente dans les prochains jours. On continuera avec mes expériences de jeu auxquelles j'ai joué durant le mois qui vient de se terminer et on terminera la vidéo avec En fait, je vais vous demander votre avis sur quel jeu je devrais vous présenter dans les jours qui suivent. Alors, je vous ferai quelques suggestions et ce sera à vous de me dire dans les commentaires quel jeu vous intéresse le plus. Donc, avant de plonger plus profondément dans cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut. Et maintenant que c'est fait, commençons avec les statistiques de la chaîne. Si le mois de mars 2020 avait plutôt été au ralenti pour la chaîne, ce fut tout le contraire pour le mois d'avril. Probablement que le contexte de confinement, jumelé avec le type de nouveaux contenus qu'on vous a proposé avec nos Facebook Live, nos YouTube Live, ont été un bon duo, une bonne combinaison, ou tout simplement ce qu'on vous a proposé vous intéressait, mais c'est plus de 410 nouveaux abonnés que nous accueillons dans l'aventure de l'école du jeu. Alors on salue tout le monde parmi les nouveaux abonnés. On vous invite, si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes l'un de nos nouveaux abonnés, de nous laisser un commentaire, une salutation, quoi que ce soit. Ça nous fera plaisir de vous accueillir personnellement. Nous vous avons également proposé 28 nouvelles vidéos dans le mois qui vient de se terminer. C'est pratiquement une vidéo par jour si on compte en plus les Facebook Live, les YouTube Live que nous vous avons proposés. Vince a vraiment mis beaucoup d'efforts sur la configuration, la disposition des YouTube et des Facebook Live, beaucoup de travail derrière ceux-ci, vous avez bien apprécié, je crois. Nous avons également dépassé la barre des 800 vidéos déposées sur la chaîne depuis sa création. Bien évidemment, notre nombre de vidéos qu'on vous propose est exponentiellement plus élevé qu'au début de la chaîne lorsqu'il n'y avait que moi dans pratiquement la première année et demie, mais on est très content d'avoir atteint donc ce seuil de 800 vidéos variées sur la chaîne. Bientôt le 1000. On soulignera cet accomplissement évidemment. Et nous avons également totalisé 86 000 visionnements pour le mois d'avril, donc c'est énorme. Comme je le disais, tout ça, ça démontre que le contenu que nous vous avons suggéré pendant ce mois vous a apparemment intéressé. La vidéo la plus visionnée du mois d'avril, c'est le top 6 de Sylvain de ses gros jeux solo avec ses 4800 visionnements. Alors on le sait, les jeux solo prennent de plus en plus de place. C'est un sujet qui vous intéresse. Dans le contexte de confinement, c'est à point. Sylvain vous a d'ailleurs proposé 4 top 6 solo pour les petits jeux, les jeux de taille modérée et les gros jeux solo. Mais en plus, tout récemment, vendredi dernier, il vous a proposé son top 6 des jeux
All-Star, donc les meilleurs des meilleurs, toutes catégories confondues. Si vous n'avez pas jeté un coup d'œil encore à ces 4 types de vidéos, vous pourrez aller le faire. Et également, nous vous avons proposé dans le mois d'avril un nouveau segment, du moins pour ma part, segment qui s'appelle « Il ne doit en rester qu'un ». Pour l'instant, vous avez eu le plaisir, j'ose dire, de visionner 3 épisodes, contexte ou plutôt segment vidéo qui analyse chacun des carrés de ma collection, chacun des compartiments. Et parmi ce compartiment, je ne dois garder qu'un seul jeu, je dois choisir lequel je désirerais garder si je devais de façon hypothétique me débarrasser des autres. Alors ça semble être un format de vidéo qui vous intéresse. Si vous n'avez toujours pas eu l'occasion de regarder les premiers épisodes, vous pourrez consulter la description sous la vidéo et vous aurez les informations pour vous y rendre. Je sais pertinemment que lorsque vous décidez de cliquer sur l'une de nos vidéos, c'est certainement pour nous entendre parler de jeux de société. Certainement pas pour nous entendre débaltérer sur notre quotidien. Je sais que plusieurs d'entre vous n'en ont que faire de comment je vis ce contexte de confinement, de pandémie, les impacts sur mon mental ou quoi que ce soit. Mais lorsque il y a de cela plus d'1 an, même peut-être 2 ans, lorsque j'ai décidé d'adapter un peu la formule du Quad 9 pour que ce soit transparent ou pour que ce soit justement plus à l'image de ma personne, je voulais une fois de temps en temps ouvrir une petite fenêtre dans le Quad 9. Je trouvais que c'était un contexte qui s'y prêtait bien pour, oui, parler de jeux de société, de la chaîne, de ce qui s'en vient, tout ça, mais aussi de parler un peu de moi, de comment je vis au quotidien, si c'est pertinent, et sans nécessairement prendre 20 minutes de cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse pas de problème, vous pouvez aller consulter la description, aller passer au prochain chapitre, et je vous en tiendrai pas rigueur du tout. Mais pour ça que ça pourrait intéresser, parce que je reçois souvent dans les commentaires des questions par rapport à mon état de santé, par rapport au contexte ici au Québec et tout ça. Donc, j'adresse un peu en surface tout de même ces points. Donc, il y a quelques personnes qui me demandent comment ça va pour mon état de santé, sachant qu'il y a de cela, ça fait quoi, 2 ans, 1 an? J'ai fait une hépatite, donc mon foie a été beaucoup affecté et tout ça. Aujourd'hui, j'ai des suivis encore. En fait, j'en avais. Pour l'instant, pas mal tout ça est suspendu, mais rien d'inquiétant pour ça nécessairement. J'ai pas un système immunitaire défaillant pour autant non plus. Alors, c'est pas inquiétant. Par contre, ici au Québec, on a appris tout récemment la réouverture des écoles. Je suis enseignant au primaire, donc normalement le primaire, c'est entre 5 et 12 ans. Cette année, j'enseigne exclusivement des élèves qui ont 11 et 12 ans. J'enseigne en grande partie des sciences, dans une très grande école, une grande école de région, j'habite en région, donc une grande école de 1200, 1300 élèves. J'enseigne dans 13 groupes différents, j'ai plus de 300 élèves et donc l'annonce de réouverture des écoles apporte évidemment son lot de soucis du point de vue organisationnel, du moins. Parce que d'un point de vue de santé pour un homme, pour quelqu'un de mon âge, c'est pas ça qui est inquiétant nécessairement. Mais de voir toute l'organisation qui est nécessaire pour la réouverture des classes, en parallèle avec des recommandations de santé publique, de distanciation sociale, dans une grosse école avec près de 1000 élèves du primaire, parce que on a une école avec un contexte particulier dont je commencerai pas à expliquer tout ça, mais c'est tout un défi. Le transport scolaire avec les autobus, les horaires des élèves également, les déplacements. Je crois qu'il faut vraiment être dans ce contexte-là pour comprendre tout ce que ça implique. Et pour moi, de façon personnelle, c'est un contexte qui me stresse un peu, qui crée de l'anxiété un peu, mais pas de façon démesurée non plus, parce que les enseignants, on commence aujourd'hui, en fait, au moment où la vidéo va sortir, je vais probablement être en train de me préparer pour aller à l'école, ma première journée
en classe depuis 6 semaines, bien qu'on ait continué à travailler à partir de la maison entre-temps. Ce sera un contexte différent. Et donc, oui, c'est peut-être un contexte stressant, pas nécessairement pour ma santé ou celle de mes proches, mais plus pour l'adaptation, les nouvelles consignes, tout ça pour 5 semaines avant la fin d'année scolaire. Je sais que c'est un peu le même cas pour vous, chers amis européens, du moins en France. Je sais qu'il y a une réouverture qui est annoncée pour le 11 mai. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez me faire part que ce soit des inquiétudes, que ce soit des encouragements pour ce que vous vivez ou quoi que ce soit en lien avec ce contexte de pandémie. La réouverture des écoles, d'une part, c'est une bonne nouvelle. Ça témoigne que selon certains spécialistes, du moins, la situation serait plus sous contrôle. D'autres vont dire que c'est tout simplement une façon détournée de relancer l'économie. Bon, je lance le débat peut-être dans les commentaires, mais moi, je ne m'embarque pas là-dedans. Mais tout ça pour dire que c'est un contexte particulier dans lequel on est plongé, vous en conviendrez. Et je crois que c'est important de l'aborder. Pas plus profondément que je viens de le faire, mais c'est important de dire que oui, bon, les jeux de société, c'est important là, de nous changer nous changer d'air, puis avoir des pensées positives et tout ça, mais il faut rester quand même conscient que c'est un contexte particulier que probablement qu'on ne va vivre qu'une seule fois dans notre vie. J'ai hâte, dans 40 ans, dans 50 ans, quand on va repenser à ça et de dire « j'étais là, voici comment on l'a vécu, voici comment on s'est adapté ». J'ai hâte à ce moment-là. Mais bon, pour l'instant, on est dans ce contexte-là, alors on fait notre possible et on s'adapte. Bon, maintenant que ce blabla inutile est terminé, on peut s'attaquer au cœur du sujet, les jeux auxquels j'ai joué dans les derniers jours, les dernières semaines, au mois d'avril 2020. Bon, je vous cacherai pas qu'au mois d'avril, mes activités sociales ont été plutôt restreintes. On parle beaucoup de sessions de jeux en solitaire, un peu de jeux avec ma femme aussi, des jeux en solo, oui, mais également, parfois, je m'en confesse, en simulation à 2 joueurs. Et oui, je me rabaisse jusque-là, parfois. Mais donc, dans les prochaines minutes, j'aborde les jeux auxquels j'ai joué. Et je commence avec le jeu auquel j'ai le plus joué, sans aucun doute, au mois d'avril. Je dois avoir fait au moins une 30aine de parties et avoir gagné peut-être la moitié d'entre elles. Il s'agit de Gagne ta maman ou ton papa. Alors, ce fameux jeu pour enfants dont je vous ai parlé sur la chaîne, ma fille a même fait une apparition sur vidéo pour m'aider à présenter le jeu. C'est un projet qu'on avait ensemble. J'ai beaucoup aimé faire ça avec elle. Elle aussi, elle me demande à regarder la vidéo pratiquement à tous les jours depuis qu'on l'a terminé, depuis qu'on l'a publié. Et bon, c'est un jeu qui est super simple, mais qui est bien agréable avec mes 2 enfants. Ce contexte d'affrontement, de saine compétition ensemble, un jeu hyper simple. Si vous ne connaissez pas le jeu, vous pourrez aller consulter dans la description. En fait, je vais faire apparaître le lien à quelque part à l'écran pour que vous puissiez aller consulter cette vidéo si vous avez des enfants qui ont, je dirais, en bas de 7 ans. Là, ça peut être très, à partir de 3 ans jusqu'à 7-8 ans, là, ça peut être un bon défi, puis en plus très agréable pour l'enfant comme pour le parent aussi. J'ai également joué à Nidavellir. Nidavellir, je vous en ai fait la présentation sur notre chaîne. Bon, j'aurais pu vous montrer, en fait, la boîte apparaît déjà à l'écran. J'oublie toujours que je vais faire apparaître la boîte au montage de toute façon. J'étais pour dire, je vais vous montrer la boîte, mais non. Donc, Nidavellir est un jeu qui a été une véritable surprise pour moi. J'en ai parlé récemment encore une fois, mais vraiment une belle surprise, un coup de cœur instantané pour ce jeu qui est très simple, mais qui règle une tonne de problèmes que j'ai avec les jeux d'enchères en général. Si vous ne connaissez pas le jeu, encore une fois, le lien apparaît à quelque part à l'écran. Vous pourrez aller consulter ma présentation de celui-ci. On y a joué dans une configuration à 2 joueurs seulement. Mes enfants sont trop jeunes et on ne peut pas avoir d'amis qui viennent à la maison. Et c'est pas le genre de jeu qui joue
trop facilement par vidéoconférence. Alors j'ai hâte de pouvoir accueillir des gens à la maison pour jouer à ce jeu, pour voir quelle est la configuration idéale. J'ai comme théorie que 3 ou 4 joueurs, ce serait l'idéal, parce que je pense que ça se rend jusqu'à 5, mais je doute un peu de l'expérience à 5 joueurs. J'ai également eu l'occasion de jouer à Dust in the Wings. Non pas Dust in the Wind, comme la chanson, mais Dust in the Wings, la poussière dans les ailes. Un jeu de papillons hyper simple. Vraiment un jeu qui s'adresse aux enfants. Et là, on parle pas de 3 ans, contrairement à Gang ta maman, on parle d'enfants de peut-être 5, 6, 7 ans. Mais le parent aussi qui veut initier son enfant au jeu de société avec un plateau, des petites composantes, il faut faire attention, on n'essaie de pas déplacer les choses, on a des cartes, il y a des règles, le principe de tour également. Donc pour ça, je pense que c'est un jeu qui fait bien le travail. En fait, le principe est super simple. On a un gros plateau avec plein de fleurs, c'est très coloré, on a des papillons sur chacune des fleurs et à notre tour, on va un peu à la Five Tribes ramasser tous les papillons sur une case et on va se déplacer de case en case. À chaque fois qu'on se déplace, on va laisser un papillon derrière nous et sur la case où on va déposer notre dernier papillon, on va regarder cette case-là, on va regarder la disposition des papillons qui sont soit sur la tuile ou sur celle autour. On va consulter les cartes objectifs. Il y en a que c'est par rapport au nombre de papillons et à leur couleur. Il y a d'autres objectifs que ça peut être par rapport à la disposition des papillons autour de la zone où on a placé. Et si on a réussi l'un des objectifs qui est face visible, on peut les récupérer. Il y a des diamants également qui est possible de récupérer de cette façon-là qui vont donner des points de victoire. Et je viens pratiquement de vous expliquer le jeu au complet. Donc c'est un jeu assez simple, mais qui peut être tout de même agréable dans un contexte familial. J'ai également eu l'occasion de jouer et de vous présenter Traintopia. Encore une fois, je vais faire apparaître le lien à quelque part à l'écran. Traintopia est une espèce de dérivé de Carcassonne. Alors, j'en parle déjà dans ma présentation, mais en quelques phrases, simplement pour vous donner le goût ou quoi que ce soit. C'est un jeu où est-ce qu'on va avoir à sélectionner des éléments de jeu pour bâtir notre réseau ferroviaire dans une ville futuriste 100% écologique. Alors, vous aurez le choix de récupérer soit des tuiles, comme dans la plupart des jeux de placement de tuiles, pour donc agrémenter votre réseau ferroviaire. Il y aura des gares, des attractions, il peut y avoir également des districts, il peut y avoir des voies ferrées, donc vous allez pouvoir construire votre réseau de cette façon-là, ou à la place, vous pouvez récupérer des éléments de jeu, comme par exemple des travailleurs, des ouvriers qui vont travailler sur votre voie ferrée. Vous pouvez également récupérer des touristes qui veulent aller visiter des attractions, il est possible de récupérer des locomotives qui vont vous donner des avantages, toutes sortes de choses. Donc ça, c'est un aspect très intéressant d'avoir le choix entre récupérer des tuiles pour augmenter mon réseau ferroviaire, c'est toujours très intéressant d'avoir un réseau qui est très grand, mais également d'aller chercher des éléments de jeu qui, eux, vont me donner des points de victoire. Donc on veut un habile mélange entre les deux, très intéressant tout de même comme concept. J'ai également évidemment joué à Cloudspire, amplement au début du mois avec l'extension Encar's Plunder qui m'a été envoyée par CTG pour que je puisse présenter les 2 nouvelles factions. Donc malheureusement, si Cloudspire est un jeu qui vous intéresse, que vous m'écoutez en parler en ce moment puis que vous dites « Wow, ça a donc l'air intéressant comme jeu, j'aimerais ça me le procurer », ben c'est un peu dommage parce que la campagne Kickstarter s'est terminée il y a de cela quelques jours. C'était l'occasion pour vous de récupérer le jeu de base, l'extension, mais également tous les autres titres de cette compagnie qui font des jeux exceptionnels côté qualité des composantes. J'ai entre autres Hoplomachus avec plusieurs extensions qui étaient leur premier jeu ou l'un de leurs premiers jeux. Je crois que c'était leur premier qui est déjà vraiment exceptionnel en termes de
de qualité des éléments de jeu, mais aussi en termes d'expérience de jeu. Alors Cloudspire est leur dernier grosse boîte. Dans cette extension que j'ai pu tester, 2 nouvelles factions qui sont intégrées, qui sont proposées. Génial, radicalement différente de ce que tout le jeu de base offrait. J'ai hâte de récupérer, parce que oui, j'ai évidemment backé, pledgé cette campagne. J'ai hâte de récupérer tout ce qu'on a débloqué pendant la campagne. Je vais probablement au Pledge Manager récupérer Too Many Bones. Honte à moi, je n'ai pas joué à Too Many Bones encore, donc je vais certainement le récupérer. Et plusieurs diront, oui, mais tu as déjà les 2 factions. C'est vrai, je vais certainement rejouer encore avec celle-ci, mais il y a plusieurs choses au niveau des règles qui étaient encore à travailler. Donc bien que j'ai un prototype 100% jouable, rien de définitif. Par contre, tout récemment, j'ai joué également à Newton. Newton en solitaire, c'était la première fois que j'essayais ce jeu-là dans une configuration seule, solo. J'ai trouvé ça tellement rapide. Je ne m'attendais jamais à ça. Déjà que Newton à 2 joueurs, j'y avais déjà joué quelques fois, et wow, les tours sont fluides, ça s'enchaîne, on fait nos actions, paf, 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 nos combos. Et en solo, c'est le même principe. Le jeu reste exactement 100%, à 99,2% le même, quelques dispositions, la mise en place, le nombre de cartes maîtres avec lesquelles on commence la partie qui sont différentes, mais sinon le jeu se joue de la même façon, parce que c'est pas un jeu qui a beaucoup d'interactions. On va jouer comme si on jouait avec d'autres joueurs, mais sans autres joueurs. On va calculer notre score final à la fin de la partie, et on va regarder dans l'espèce de petite charte qui est disposée dans notre livret de règles comment on a performé. Ce que j'apprécie beaucoup de Newton, c'est à quel point on va bâtir quelque chose en cours de partie, notre plateau personnel qu'on va personnaliser, notre paquet de cartes également, l'aspect de deck building, les cartes qu'on va aller récupérer, qu'on va pouvoir jouer à répétition, plus qu'on a de symboles identiques, plus que notre action est puissante, mais à chaque fin de tour, il faut sacrifier l'une des cartes qu'on a jouées. On ne pourra plus la rejouer par la suite dans les manches à venir, mais on va pouvoir gagner de façon passive le bonus de cette carte-là. Ça, c'est génial. Une partie en solo, je crois que ça m'a pris 20 minutes. 25 peut-être au maximum. J'ai terminé, si je ne me trompe pas, avec 73 points, ce qui me mettait en plein milieu de l'échelle de capacité ou tout simplement de points. Là. Donc j'étais à un score modéré, disons-le ainsi. J'ai trouvé ça super intéressant dans la configuration. En solo, je suis dans un temps de ma vie où est-ce que je découvre les jeux dans ma bibliothèque auxquels j'ai déjà joué avec d'autres joueurs, mais jamais joué en solo. Newton en était un exemple et c'est une excellente expérience. Et aussi, au mois d'avril, j'ai eu l'occasion de jouer à Rolling Realms. Alors, Rolling Realms, je vous en ai déjà parlé. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans mon dernier Quoi de neuf. J'en ai parlé sur la chaîne. On a même fait un Facebook Live pour jouer à Rolling Realms avec plusieurs personnes. C'est un jeu de roll and write. On lance des dés et on écrit, on dessine sur notre feuille, qui a été proposé par Jamie Stegmaier, auteur de Sight, Euphoria, Viticulture, Charterstone, ces titres-là. Et dans le contexte de la COVID-19, dans le contexte de confinement, il a décidé d'inventer un roll and write qu'il serait possible de jouer à partir de la maison avec un nombre de joueurs infini, chacun chez eux. Ça fonctionne à merveille, c'est un petit jeu bien intéressant. Super génial. Et ici, j'ai la version 7, parce que bon, c'est un jeu qui n'est pas officiellement sorti en magasin et tout ça. Il est possible d'imprimer. Jamie Stegmaier a mis les fichiers d'impression de 100% gratuits sur le site de Stonemaier Games. Vous pouvez aller récupérer ça. Il y a eu la traduction également sur une page Facebook. Si vous écrivez Rolling Realms français, vous allez pouvoir trouver ça, qui a été traduite. Et je pense que là, ils sont rendus à la version 9 du jeu. Donc, il y a eu des ajustements depuis cette version-là, mais c'est assez simple le principe. Si vous ne connaissez pas le jeu, d'ailleurs, le Passe-Temps a fait aussi une session de jeu sur YouTube en direct qui a été bien réussi. J'avais joué avec Simon, justement. Et le principe est simple. On a 9 jeux ici de Stonemaier Games. Je crois qu'on le voit peut-être pas très bien, mais c'est pas très grave. Et à chaque partie, vous allez décider 3 de ces jeux.
Alors, par exemple, Tapestry, Wingspan et Viticulture, où j'aurais pu décider Euphoria, Between Two Cities et Charterstone. Et ça, ce sera les 3 mini-jeux auxquels vous allez jouer dans la manche 1. Dans la manche 2, vous allez en choisir 3 autres, n'importe lesquels, et dans la manche 3, les 3 derniers. Et chacun de ces mini-jeux se joue de façon très différente. Vous allez lancer tout simplement 2 dés pour tous les joueurs, et vous devrez placer la valeur de ces dés dans les mini-jeux qui sont actifs pour la manche que vous êtes en train de jouer. Le jeu est tout de même... Le principe du jeu est assez simple, son application un peu plus complexe parce qu'on a une tonne de possibilités et potentiellement, on a 9 règles. Une règle pour chacun de ces mini-jeux, en plus des bonus qu'on peut débloquer, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Alors voilà, ça fait le tour des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. Et finalement, comme promis au début de cette vidéo, je vous avais dit que j'allais terminer en vous laissant le choix de l'une de mes prochaines vidéos. Bon, ce n'est pas un engagement pour la prochaine vidéo qui sortira, mais tout simplement, ça m'aide à savoir qu'est-ce qui vous intéresse. J'aime toujours un peu prendre votre pouls pour voir quel genre de vidéo vous intéresse, quel genre d'approche par rapport au jeu ou quoi que ce soit. Donc, je vous propose 3 jeux ici. Vous me direz dans les commentaires sous la vidéo lequel vous intrigue le plus ou celui que vous voudriez que je vous présente absolument. Bon, ça sera donc probablement d'ici les prochains jours ou les prochaines semaines. Je commence avec un titre dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Je sais qu'il intriguait plusieurs personnes qui n'y avaient pas joué encore. Il s'agit de Mystery House, un jeu de résolution d'énigmes avec une boîte. En fait, ici, ce n'est qu'une sleeve, ce n'est qu'une enveloppe. À l'intérieur de celle-ci, il y a la boîte, il y a une espèce de maison en 3D qui est déjà montée avec des fenêtres tout le tour et vous aurez besoin de choisir lequel des 2 scénarios de base vous voulez jouer. Donc, on a ici 2 scénarios d'1 heure approximatif dans lesquels se retrouvent, bon, je peux vous montrer sans vous dévoiler l'autre côté, là, on a des tuiles pour placer dans la maison, on a des cartes objets également. Ces éléments de jeu vont composer votre scénario, vos énigmes, ce que vous devrez essayer de résoudre. Alors, je n'ai pas eu encore la chance d'y jouer, probablement prochainement, mais je sais que c'est un titre qui vous intéressait. Donc, si c'est toujours le cas, faites-moi le savoir dans les commentaires sous la vidéo. Je continue maintenant avec le prochain jeu, dont c'est certainement celui dont je connais le moins d'informations. Donc, ce sera plus dur pour moi de vous donner le goût, mais peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Il s'agit de Rurik Dawn of Kiev. Donc, Rurik Dawn of Kiev est un jeu pour 1 à 4 joueurs, comme tout de même un gros jeu. On parle d'une expérience de près de 2 heures ici, avec de la sélection d'actions, en fait de la programmation d'actions. On aura à tour de rôle à jouer des ouvriers sur une espèce de plateau de programmation. Et la valeur de ces ouvriers aura de l'importance également pour la résolution. Ils auront la possibilité, si les ouvriers sont plus puissants, de bumper, ou comment je dirais ça en français, de bousculer un ouvrier qui est déjà en place pour prendre préséance ou pour prendre la priorité sur ce dernier pour la résolution des actions. On a beaucoup de gestion de ressources, on a du contrôle de territoire. Plusieurs personnes disent qu'il s'agit d'un euro hybride, parce que habituellement dans les jeux de contrôle de territoire de ce type, on est beaucoup habitué au Ameritrash avec des dés, des grosses figurines et tout ça, mais ici on est vraiment plus dans la gestion euro. Les composantes ont l'air magnifiques. Il s'agit d'une petite boîte très compacte, donc même si le format est plus petit, soyez certain que cette boîte est bien remplie. Donc s'il s'agit d'un jeu qui pique votre curiosité, laissez-moi le savoir dans les commentaires sous la vidéo, mais je vais terminer avec probablement la plus grosse boîte. Je vais garder ça ici pour m'en servir comme trépied. Une boîte vraiment bien remplie d'un bon format. Il s'agit de Orléans Stories. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez à quel point j'ai toujours eu un amour indéfini, un amour incommensurable pour
Orléans et dès l'annonce de Orléans Stories, je me suis dit, peu importe c'est quoi, je veux mettre la main sur ce jeu. Alors non, il ne s'agit pas d'un jeu Legacy. Alors je répète ça, il ne s'agit pas d'un jeu Legacy à proprement dit dans l'univers d'Orléans, mais de ce que je sais, parce que je n'ai pas encore lu les règles, on aura dans cette grosse boîte 2 scénarios. Chaque joueur va avoir une espèce de livret de scénario qui raconte une petite histoire, ou plutôt une progression à travers une histoire. Chaque manche qu'on va traverser, on aura de nouvelles informations sur ce à quoi on a accès, les nouvelles composantes qu'on va pouvoir intégrer dans le jeu. Alors, c'est comme si on jouait, bien que le jeu reste tout de même le même principe que Orléans, ça reste un jeu de bag building et tout ça. C'est comme si on jouait une partie de Orléans avec plusieurs modifications, mais évolutives. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à tout dès le début de la partie. Dans la première manche, on va être plutôt limité et plus on va augmenter, plus on aura tout à coup accès à de nouveaux bâtiments, de nouveaux plateaux où est-ce qu'on va pouvoir aller placer nos ouvriers, faire de nouvelles actions, des nouvelles opportunités comme ça. Et ici, le but n'est pas nécessairement d'avoir le plus de points de victoire en fin de partie. Selon le scénario qu'on va choisir, entre autres, il y en a un, je sais, que c'est le premier à atteindre une liste de 7, je crois, accomplissements. Donc, pour gagner la partie, il s'agit vraiment d'une course, il faut avoir réussi les 7 accomplissements et ça me semble être un exploit de réussir cela. Et pour ce qui est du deuxième scénario, je ne connais rien de celui-ci, mais apparemment que les deux sont très différents. Il y a beaucoup de composantes dans ce jeu. J'ai hâte de voir s'il s'agit vraiment d'un jeu complètement distinct de Orléans, le jeu de base. Peut-être que je le découvrirai grâce à vous. Alors, je ne vais pas vous mettre de pression ou quoi que ce soit, mais dites-moi parmi ces 3 titres, Rurik, Orléans Stories ou Mystery House, lequel d'entre eux est-ce que vous voudriez que je vous présente en priorité? Et voilà pour ce Quoi 9 GP qui parlait du mois d'avril 2020, un mois vraiment particulier, vous en conviendrez. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo tout de même. Laissez-moi un pouce vers le haut si c'est le cas. Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.